Bienvenue. Donc, on va d'abord se présenter. Donc, je suis Frédéric Jam, je suis leader technique chez Soprasteria et expert Angular. Et avec moi, il y a... Alors Cyril Lefebvre, moi je suis responsable digital interaction à l'agence de Rouen de Soprasteria et expert Angular aussi. Est-ce que tu savais que 90% des personnes tuées par des zombies ne s'étaient pas renseignées sur Internet sur comment y survivre? Attends, c'est dingue. C'est Surtout que c'est énorme, quelque chose qui arrive assez régulièrement quand même, tous les jours. tous les jours. Faudrait Qu'est-ce qu'on fasse quelque chose pour les aider quand même ces personnes. ouais, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire? Ah, en même temps, toi t'es tech lead Angular, moi je suis expert, on pourrait faire un site, ça pourrait être Allez, pas mal. un site. Bon, qu'est-ce qu'on met dans ce site? Alors dans le site, faudrait qu'on ait l'entièreté des informations qu'on connaît autour des zombies. Donc tout ce qu'on sait, comment faire pour y survivre, tout ce genre d'informations. Ouais. Ensuite, c'est bon. Ensuite, je mettrais bien aussi une partie actualité, où on sait en temps réel les événements qui se passent, comment se passe l'infection de zombies dans le monde, et aussi les événements qui se passent autour de nous. Ça a l'air pas mal. Bah oui, Je proposerais de rajouter en plus sur le site, genre en haut à droite, on mettrait un petit compteur de morts, de vivants, de morts vivants. Toujours en temps réel. c'est gay. C'est gai, mais ça nous permet de savoir où on en est. Et en plus de ça, Peut-être une page supplémentaire. Je vois bien, je sais pas, un menu qui nous ouvre sur une autre page avec des éléments de survie, avec toute une liste d'éléments. ouais, et sur cette liste, du coup, chaque élément de survie, ce serait un titre, une petite image, une description, et Ah, éventuellement un CRUD, quoi. Possibilité d'ajouter, de supprimer des données, de les modifier. Puis si les gens peuvent être au courant en temps réel, c'est d'autant mieux. c'est pas mal, on a une bonne structure là. Mais le truc, c'est qu'on va peut-être manquer d'un peu de temps. On est pas mal occupés tous les deux. Tu penses qu'on partirait sur quoi pour faire ça? Bah, moi, je serais tenté par partir sur une architecture Angular. Vas-y, on parle là-dessus. Du coup, Angular, qu'est-ce que c'est? D'abord, un site web, c'est en fait de l'HTML, du JavaScript et du CSS qui sont sur un serveur, qu'un navigateur va aller récupérer et qui va interpréter par la suite. Nous, on a décidé d'utiliser pour notre architecture Node.js pour avoir notre serveur HTTP. Sur notre serveur HTTP, du coup, on aura notre application Angular. Angular, c'est un framework complet développé par Google en TypeScript. Ils l'ont développé en TypeScript. TypeScript étant lui-même un langage fait par Microsoft qui permet d'enrichir le JavaScript en ajoutant des notions comme les annotations ou le typage, qui n'existent pas du tout en JavaScript. Ce qui est important de savoir, c'est que le TypeScript, il passe par un compilateur, ce qui génère du JavaScript derrière. Donc toutes les notions qui ont été rajoutées sont là pour faciliter le codage et sont perdues par la suite. En plus de ça, comme on n'est pas très bon design, surtout moi, on a décidé d'inclure la librairie Angular Material, qui est une librairie de composants simple à intégrer rapidement. Au niveau des outils qu'on aura utilisés, on retrouve NPM qui vient avec Node.js, c'est le gestionnaire de paquets, c'est lui qui nous permet d'installer tout notre environnement, récupérer Angular notamment, et Angular CLI qui est un outil fourni par Angular qui permet de créer un site, enfin une application ou un site dans les bonnes pratiques et qui en plus ajoute un certain nombre de lignes de commande afin de créer des composants facilement ou des services ou des modules. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que là, on a une stack qui est quand même assez simple, qui est assez légère à embarquer sur un serveur. Et avec ça, on peut faire tout notre site, en fait. Mais au niveau du code, vraiment, ça donne quoi? Alors du coup, au niveau du code, ce que je propose, c'est d'avoir un découpage en 3 parties. Un premier module, le core module, qui contiendra du coup nos services, nos entités et nos composants socles. Ce module va être importé une fois par la racine de notre application. Ensuite, on aura un shared module. Le shared module, lui, va avoir des composants un peu demi, des composants qui n'ont pas de lien avec le fonctionnel, dont l'objectif est d'être réutilisable, que ce soit dans cette application ou dans une autre. Ce module sera lui-même importé par chaque module fonctionnel. Et après, on aura, dans notre cas, un module zombie. Et dans ce module zombie, c'est notre module fonctionnel, on aura les pages et les composants spécifiques
à notre module. C'est aussi là qu'on trouvera le routing de notre module zombie. L'intérêt d'une architecture comme celle-ci, c'est qu'elle est réutilisable. C'est-à-dire qu'il suffit de supprimer notre module zombie pour pouvoir refaire un nouveau projet. L'autre intérêt, c'est qu'elle est scalable, ce qui permet de rajouter facilement de nouveaux modules. Si demain on se disait que l'apocalypse zombie c'est bien, mais en cas d'explosion nucléaire, on a peut-être un truc à faire aussi. C'est facile de rajouter un nouveau module et de l'inclure dans notre appli. Au niveau du routing, je distingue deux routings. Un routing applicatif, dont le but va être de router nos modules fonctionnels, et dont le but sera aussi de gérer les pages techniques, comme par exemple la page vers laquelle on va si on essaye d'atteindre une URL qui n'existe pas. C'est aussi elle qui aura pour responsabilité de rediriger l'utilisateur quand on arrive à la racine du site. D'autre part, on aura un routing fonctionnel. Donc, le routing fonctionnel, c'est en fait l'ensemble des sous-liens vers lesquels redirigera chaque page, vers quels sont les composants qui seront affichés à chaque fois qu'on affichera une page particulière de notre module fonctionnel. L'intérêt de ce genre de découpage de routing, c'est encore une fois d'avoir la flexibilité de déplacer notre module à un endroit. Il suffit de redéfinir une route au niveau du module applicatif, au niveau du routing applicatif, ou d'ajouter de nouveaux modules fonctionnels avec un routing simple défini à un seul endroit. Ouais, donc de cette façon-là, avec ton routing fonctionnel, je reprends mon module, je le remets à un autre endroit, j'ai pas besoin de redéfinir ces routes, tout est déjà fait, quoi. C'est ça. D'accord. Et en vrai, qu'est-ce que ça donne au niveau du site une fois qu'on l'a implémenté, tout ça? Au bout de 2 jours, ça donne ça. On a un site avec une page d'accueil, sur lequel on a quelques informations, et une page d'éléments de survie, avec quelques infos. Pas mal, pas mal. Ah, on a déjà quand même une bonne étape. Il y a juste un petit souci, on avait prévu quand même un peu plus de choses à la base. Normalement, on avait dit que devait y avoir quand même, on a vu nos données là qui étaient apparentes, mais elles sont pas stockées dans une base, on les a que en local dans nos fichiers. Donc il va falloir qu'on ait une base de données pour avoir des données synchrones, que ce soit pour les actualités qu'on n'a pas encore fait, que ce soit pour le compteur de survivants aussi. Et on avait dit qu'on voulait aussi modifier, supprimer et ajouter des nouveaux éléments de survie en direct sur la page. Donc il nous manque encore un sacré paquet de choses, non? Il manque quelques trucs. Par contre, on n'a pas vraiment le temps de développer un back. Non, et en plus on est plutôt développeur front. Normalement, j'ai entendu parler d'un petit truc qui était assez intéressant, qui s'appelle CouchDB. C'est une base de données assez intéressante avec PouchDB qui s'implémente côté front. Tu veux que je rentre un peu plus dans le détail parce que là... Explique-nous. Très bien. Alors au niveau de CouchDB, c'est assez simple. C'est surtout 3 parties très essentielles qu'il va falloir retenir, que je vais essayer de vous transmettre comme information. Déjà, la première chose, c'est que ça s'installe extrêmement rapidement. Vous téléchargez l'installateur, vous l'installez, il y a 2 écrans de configuration, c'est terminé. En 5 minutes, on avait déjà notre base de données qui était prête à être utilisée. C'est une base de données donc, qui est NoSQL. Elle est synchrone et c'est ça qui va nous intéresser. En tant que base de données synchrone, si une partie front souscrit à cette base de données, si la base de données est mise à jour, s'il y a quelque chose qui change, les mises à jour vont avoir lieu en temps réel aussi côté local. Donc on va voir les mises à jour se faire directement. Et la troisième partie qui est assez intéressante, c'est quand on vous a dit, nous on est plutôt développeur front. Donc un back, on n'a pas trop le temps non plus d'en développer un. Et avec CouchDB, on a la possibilité d'avoir un CRUD simple en Web API qui est déjà développé. Donc pour pouvoir faire du requêtage, de l'ajout de données, tout est déjà prêt. Et ça s'inclut comment dans notre archi ? Alors CouchDB, il est plutôt côté serveur. Si on reprend le diagramme qu'on avait tout à l'heure, il va se retrouver, la base de données va se retrouver côté serveur et côté front, on va avoir PouchDB. Alors PouchDB, il a été développé pour plusieurs langages, mais on peut l'intégrer à Angular et il va permettre de communiquer, de se synchroniser avec CouchDB directement. Pour l'installer, c'est assez simple, c'est un module standard au même endroit qu'on avait Angular Material et on l'installe avec NPM. Donc comment ça va marcher dans le détail? C'est-à-dire que si vous faites une modification à votre base de données locale, c'est ça qu'il va falloir bien distinguer, c'est qu'on a une base de données distante, gérée par CouchDB, et une base de données locale gérée dans notre navigateur. Et si jamais on ajoute un élément, on fait une modification,
PouchDB va être alerté de cette modification côté front, va transmettre l'information à CouchDB qui va la remonter dans la base remote. Et exactement la même chose à l'inverse, s'il y a une modification côté remote, il y a une synchro qui se fait où CouchDB va détecter cette modification, la transmettre à PouchDB et la remonter au niveau de notre base de données locale. Et vu qu'on sera en binding direct avec Angular sur nos différentes valeurs qui sont affichées à l'écran, ces valeurs se mettent à jour toutes seules. Et en vrai? Eh ben en vrai, ça rajoute tous les éléments qui nous manquaient. Donc on peut voir que là, sur notre site, on a la partie, par exemple, de compteur de survivants. En dessous, on a aussi la partie actualité, si tu peux glisser un peu, voilà. Et donc cette partie-là se met à jour directement. S'il y a une modification, on va la voir apparaître. Donc par exemple, si on va dans la partie population, donc ça c'est l'interface de gestion très visuelle de la base de données de CouchDB. Si on modifie le compteur, donc vous voyez là le compteur actuellement il est à 700 millions. Bon, les chiffres sont pas tout à fait exacts, mais si on le modifie et qu'on change, voilà, le compteur de vivants, à 13, on a vu que la modification s'est faite tout de suite. On n'a pas eu besoin de recharger la page. C'est pas la page qu'on a modifiée, c'est vraiment la base de données qu'on a mise à jour. Et la mise à jour s'est faite tout de suite. On peut aussi voir l'inverse. C'est-à-dire que si on va sur la partie des items de survie, donc là maintenant elle a la possibilité d'être modifiée. Donc, je vais laisser Fred accéder à un enregistrement au niveau de la base pour que vous voyez qu'on peut actualiser aussi en temps réel en modifiant directement par le front. On y arrive. C'est bon, tu y arrives? T'es dessus? Nickel. On a un colt ici. Parfait. Alors si on modifie le colt justement. Un colt ici. Hop là. Voilà, il a modifié colt en coltaz. La modification s'est faite dans la base de données. C'est une requête très standard que vous voyez quand vous faites une modification. Mais la particularité, c'est ce qu'on vous a dit. Si c'est modifié à distance, si d'autres utilisateurs étaient connectés à ce site, ils pourraient aussi avoir leur mise à jour qui s'est faite automatiquement. Donc ça, c'est pour la partie base de données synchrone. Ben là, on a quasiment terminé notre site. Il est fait là. Bon, pas tout à fait en fait. Si on réfléchit bien, il n'y a plus Internet, il n'y a plus de site. Ah, c'est vrai qu'on est en période d'apocalypse, donc à un moment, on va plus avoir de connexion, plus rien du tout. Ouais, c'est vrai que ça va être un peu gênant quand même. Mais ça, j'ai peut-être un truc pour ça. Ça s'appelle la Progressive Web App. La Progressive Web PWA. PWA. Et ça ressemble à quoi? Alors une Progressive Web App, je vais vous reprendre les 7 termes qui sont définis par Wikipédia. Vous pouvez aller les voir en détail si vous avez envie de regarder à quoi correspondent ces 7 termes, mais je vais surtout vous parler de 3 choses essentielles qui vont nous intéresser pour cette Progressive Web App. Une Progressive Web App, tout d'abord, ça inclut une notion de rapidité d'accès au site. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous êtes connecté une première fois au site, vous allez télécharger une grosse partie des données, une grosse partie du cache en fait, de l'applicatif, donc les pages qui sont affichées, etc., en local. Ce qui fait que la deuxième fois que vous voulez vous y connecter, vous allez accéder directement à ce cache et afficher des éléments beaucoup plus rapidement, puisqu'ils ont déjà été téléchargés auparavant. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que ça donne des applications web installables. C'est-à-dire que sur n'importe quel device, que ce soit un téléphone, une tablette ou un ordinateur, vous avez la possibilité d'installer votre application en local, comme si c'était une véritable application. Ça va apparaître même sur votre téléphone comme une icône d'application standard. Et la troisième partie, et c'est là où ça va vraiment nous intéresser, c'est justement quand il n'y a plus de connexion. Comme je vous ai dit, on récupère une partie du site en cache. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça inclut un élément qui s'appelle le service worker, qui va agir comme une sorte de proxy et qui va rediriger votre connexion vers votre cache plutôt que vers votre serveur distant. Ce qui fait que même si vous êtes déconnecté, vous allez charger les données de votre cache et vous n'allez pas charger bien sûr ce qui est à distance, mais ça vous permet d'accéder à votre site même hors ligne. Et au niveau de la mise en place? Eh ben, au niveau de la mise en place, heureusement qu'on a utilisé Angular CLI, puisque Angular CLI inclut directement la commande pour enrichir une Progressive Web App dans Angular. C'est très simple, il suffit de tourner la petite commande qui est marquée juste là, et ça va vous rajouter les fichiers, ça va vous modifier les fichiers qui ont besoin de l'être, et ça va vous rajouter tous les modules dont vous avez besoin, dont ce fameux service worker qui va vous être utile pour cette partie-là. Et en config? Et en config, il y a un peu de config à faire, mais franchement, elle est très très basique. Il y a 2 fichiers et c'est vraiment pour des paramètres très très généraux. Voilà. Donc là, c'est bon. Notre site, il est prêt, il est fait, on est bon. Je pense qu'on est complet. Du coup, qu'est-ce que ça va donner? ce que ça donne,
Toujours Alors, notre site. on revoit le site qu'on avait tout à l'heure. Il n'y a rien qui a été modifié au niveau de l'apparence. Par contre, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est couper le serveur qui nous distribue cette connexion. Donc on va complètement fermer la fenêtre, on n'a plus de serveur. C'est réalisé sans trucage. Je coupe tous mes serveurs au passage. Ça, c'était mon deuxième serveur. Ça ne marche plus trop. T'es pas sur la bonne page ? Maintenant, si je mets mon troisième serveur, celui qui est en Progressive Web App, c'est magique. Et voilà, Ça l'application, fonctionne même en la rechargeant, elle est toujours présente. Et là, on est passé donc dans la partie Service Worker pour récupérer le cache. Alors, ce qu'on peut ajouter au passage, c'est Ce qu'on peut ajouter au passage, c'est que si jamais on modifie un élément dans la page, alors qu'on n'est plus connecté, par exemple les items, si on les modifie et qu'on retrouve une connexion plus tard, la synchro se fait directement et on peut gérer les conflits et les paramétrer. Donc même si on est hors ligne, on peut continuer d'utiliser l'application. en conclusion. Donc on a préparé un site, Angular, CoachDB, PouchDB. Ça nous a pris à peu près 4 jours. On a été plutôt bon en même temps. On a été plutôt bon. On a préparé ce cookies. Ça nous a pris 6 jours. Du coup, si des zombies arrivent, faites un site, pas une application. Merci. Donc, avant de passer aux questions, je rappelle qu'on a 62 000 gommettes à écouler. Donc allez voter, allez mettre. C'est hyper important pour les speakers, ça leur donne du feedback, ça leur permet de s'améliorer. Et maintenant, on peut passer aux questions. On a 5 minutes. Qui a une question? Tout au fond, forcément. D'habitude, ce n'est pas ceux qui posent des questions. Bonjour. Du coup, je me Bonjour. demandais comment ça se passait pour la gestion des conflits. Alors pour la gestion des conflits, on peut complètement paramétrer ça au sein de Pouch directement. Et donc de lui dire, quand il y a un conflit, il y a plusieurs façons de le gérer. Soit j'écrase forcément, soit c'est celui qui est à distance qui a raison, soit je propose. C'est ce que vous pouvez avoir sur plusieurs applications que vous pouvez déjà utiliser, qui vous dit, attention, cet élément a été modifié pendant votre absence, voulez-vous le mettre à jour ou pas? Et qui vous montre la nouvelle valeur qui devrait être ici. Donc vous avez complètement le choix et vous pouvez le paramétrer directement dans des fichiers de configuration de PouchDB. Voilà. Ok, merci. En fait, j'ai menti. On n'a plus de temps pour les questions. C'est pas Je gentil. suis désolé, il est 30. Si vous voulez en parler avec nous, on va être peut-être un peu sur le site, sur le stand de Soprasteria. Donc si vous voulez en parler avec nous. Il faudra aller voir les sponsors. Et aller voir les sponsors, c'est hyper important. Ils sont à côté des gommettes. Merci. Désolé. Ouais,